correct, gars? Yo, Montréal. La Nive n'est pas. Prends toujours un métro pour la vie. 2 heures de marde. Vous écoutez CISM 89.3 FM, La Marge. Bonjour à tous et bienvenue dans cette autre édition d'Accent du Sud. L'objectif du programme, vous le savez, est de donner à entendre les acteurs du Sud, vivant ou de passage à Montréal. Il peut également arriver que je donne la parole aux acteurs du Nord qui ont quelque chose de pertinent à dire sur les enjeux du Sud. Aujourd'hui, je discute avec Joanne Loret et Destiny Chiwali. Ils sont respectivement fondateurs et directeurs scientifiques du projet intitulé La Percée, une initiative de laboratoire vivant destinée au rayonnement en ligne de la musique dans toute sa diversité. Je les ai rencontrés en marge du festival Nuit d'Afrique qui s'est refermé ce vendredi 23 juillet ici même à Montréal. Accent du Sud aujourd'hui, plus que jamais, c'est de la très bonne musique originaire du Sud. Au menu, Karine au micro, Erad et Wally. Commençons tout de suite, toutefois, par Bateau Fou de Zikakan, une proposition de mes invités Joanne Loret et Destiny Chiwali du projet La Percée. Vous écoutez Accent du Sud sur la CISM, je suis William Baïha, bienvenue. La fine pensée, ça tout en voté paumé. La salve organe malheur, et puis ça avec gusto mon cœur la commence, traîne à nous jusqu'à la France. Oh la France, oh la France, oh la France, oh la France. Au pays, pas de fou. Savannah ira la nous, au pays pas de fou. Savannah ira la nous, au pays pas de fou. Savannah ira la nous. Démarrer, doucement, si doucement, le temps qui vient plus frais. Un jour la neige va commencer à tomber, la connaître douleur, la connaître souffrance contre notre pays, sans coster semble la France. La France, la France, la France, la France. Pas de fou, où Savannah ira la nous. Mon pays, pas de fou, où Savannah ira la nous. Mon pays, pas de fou, où Savannah ira la nous. Ici là-bas, bouillasse de France. Il charge à casser la branche. Il charge à casser la branche. Pour la France, pour la France, pour la France, pour la France, pour la France. Mon pays, pas de fou. Où Savannah ira la nous. Mon pays, pas de fou. Où Savannah ira la nous. Mon pays, pas de fou, où Savannah ira la
maladie, il faut def nous cheveux, il éclaircit notre peau. Il dégage gosse français, pour bonne pas trop oreilles, la pas trop ennuyé, pour la France, pour la France, pour la France, pour la France, pour la France. De fou, où ça va ira la loup, mon pays va de fou, où ça va ira la loup, mon pays va de fou, où ça va ira la loup. Bateau fou de Zikankan sur la CISM 89.3 FM sur Montréal. Aujourd'hui, je reçois Joanne Loret et Destiny Chiwali de l'initiative La Percée, encadrée par les productions Nuit d'Afrique. Dans cette première partie de notre discussion, ils expliquent la genèse de ce projet. Tout est parti d'une discussion avec Suzanne et Touré, les fondateurs du Festival Nuit d'Afrique et des productions Nuit d'Afrique. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait au bureau de Nuit d'Afrique près de 40 ans d'archives musicales qui racontaient l'histoire des musiques d'Afrique, des Antilles, d'Amérique latine, de l'océan Indien. Tous ces artistes qui étaient venus finalement se produire ici à Montréal et aussi toute la scène locale qu'on considère, en tout cas pour l'instant, de musique du monde. Et on s'est dit, wow, on a des cassettes vidéo, des Betacam, des archives photos, des affiches, on a énormément de contenu, mais qui est en train de finalement dormir dans une salle, personne ne les voit. Puis on s'est dit, il faut vraiment raconter cette histoire, parce que c'est vraiment important qu'on reconnaisse l'apport de tous ces musiciens au patrimoine culturel québécois et canadien. Fait que là, on s'est dit, ok, Touré tout de suite, il m'a dit, si on fait ce projet-là, il faut qu'on le fasse avec les artistes. Il faut que ça soit eux qui racontent cette histoire. J'ai fait, Touré, c'est parfait, c'est vraiment une bonne idée. Donc au début, on s'est dit, on va faire une plateforme de valorisation des archives pour raconter cette histoire. Puis là, très vite, dès qu'on veut mettre en ligne du contenu, il y a la question de faire en sorte que ce contenu soit vu par un maximum de personnes. Puis là, moi j'ai travaillé aussi dans le numérique, puis tout de suite on s'est dit, il y a un enjeu, parce qu'aujourd'hui, que ça soit sur les moteurs de recherche ou les plateformes de streaming, tous les intelligences artificielles qui régissent les algorithmes de recommandation s'appuient sur le sens des mots pour recommander le contenu. Puis là on s'est dit, mais tout ce contenu-là, pour l'instant, il est vraiment rangé dans cette grosse catégorie qui est un peu fourre-tout musique du monde. Et cette catégorie est tellement large, tellement générale que les intelligences artificielles qui nous recommandent du contenu sont pas capables finalement de différencier la musique, la cumbia, de la musique tzigane, du maloya réunionnais, etc. Fait qu'on s'est dit, il faut vraiment qu'on approfondisse un peu cette question avant d'aller de l'avant avec la plateforme de valorisation. Puis c'est là où j'ai été rencontrer Destiny Chiwali, donc professeur à l'UQAM, qui lui est un expert en découvrabilité, puis je vais le laisser parler plus sur ce projet-là. Mais là, on a décidé finalement de faire une étude pour pouvoir finalement faire remonter les enjeux de découvrabilité, de découverte en ligne de toutes ces musiques qu'on classe dans musique du monde. Puis là, peut-être que je peux te passer. Justement, quand Destiny, on se tutoie. C'est des grands monsieur avec lesquels je suis en train de discuter, mais je me permets de les tutoyer pour les besoins de la cause. Alors, Destiny, quand tu vois arriver Joanne, avec cette idée-là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Comment tu le reçois et comment tu entrevois ce qu'il te dit? Alors, quand Joanne m'a approché, m'a partagé un peu cette préoccupation que je trouvais très pertinente et vraiment d'actualité, un enjeu crucial, parce que cela fait 5 ans ou 5-6 ans que moi, je travaillais un peu sur les enjeux de diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Et puis après, on en est arrivé à se poser la question de comment on accède à cette diversité, comment on découvre et on consomme cette diversité d'expressions culturelles à l'ère numérique. Et la musique finalement servait de parfaite étude de cas.
Et moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est que bien avant même que Johan ne me contacte pour me partager un peu ce projet d'étude, on se posait déjà la question de savoir comment inverser la tendance au niveau de la concentration de l'écoute musicale. Vous savez, il y a cette statistique frappante qui dit que près de 90%, plus précisément 87% de l'écoute de musique, par exemple au Canada, est concentrée sur moins d'1% de titres sur le catalogue de Spotify. On parle de 0,7% de morceaux qui sont écoutés par 90% des auditeurs. Donc cela va tout de suite nous interpeller sur le fait que ceux qui sont forcément les plus écoutés et donc les plus découverts sont les plus connus, les artistes qui jouissent d'une certaine autorité ou les titres qui font partie des tendances du moment et qui justement présentent un intérêt pour les plateformes d'être joués, d'être recommandés, d'être mis en valeur sur des playlists populaires, etc. Mais qu'advient-il de tous ces talents émergents, de tous ces artistes émergents et surtout ceux justement issus de la diversité et ceux qui font des musiques très nichées comme les musiques du monde et qui ne sont pas spontanément, systématiquement répertoriés, mis en valeur, recommandés par ces grandes plateformes là. Ces grandes plateformes, il faut aussi le rappeler, hein, elles sont aussi les portes d'entrée, les portes d'accès aujourd'hui à la consommation en ligne et à la découverte musicale en ligne. Et donc très rapidement, on en est arrivé effectivement à commencer à émettre quelques hypothèses de travail et on s'est dit que c'était important pour une première étude, au-delà de faire un état des lieux des enjeux, disons, liés à la mondialisation de la culture et au fait qu'on assiste justement à une forme de domination culturelle avec le mainstream qui passe partout, qui s'impose partout. On se disait qu'il fallait aller au-delà de ça et donner carrément la parole aux artistes qui sont les premiers concernés par ces enjeux et ces besoins de visibilité, de mise en visibilité et de valorisation et de voir quelles sont leurs pratiques aujourd'hui, d'essayer de voir, de mesurer un peu au-delà de leur présence à quel point ils sont ou pas recommandés en ligne et qui nous racontent eux-mêmes déjà comment ils perçoivent leur propre découvrabilité à travers cette catégorisation musique du monde. Est-ce que leur démarche artistique les permet eux aujourd'hui d'assumer le fait d'appartenir à une telle catégorie? Est-ce que cela leur permet d'être vraiment visible, découvert, ou au contraire, est-ce que ça les noie dans un ensemble, comme le disait Johan tout à l'heure, de sous-genres musicaux qui finalement cohabitent et qui sont tous dans cette vaste catégorie musique du monde? Ça, c'était vraiment les questions de débat qui nous ont motivés à aller faire l'étude. Il y a un terme que Johan et toi avez utilisé tout à l'heure, toi Destiné qui venait de parler là, c'est le terme découvrabilité. C'est typiquement le type de mot qui paraît évident, mais dont je soupçonne qu'il est beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous pouvez Johan ou Destiné, Johan passe la parole à Destiné. C'est lui l'expert, c'est lui monsieur découvrabilité. C'est quoi la découvrabilité? Bon, ben, on va essayer de et moi je vais poser la question à Johan pour qu'il nous donne des questions, il nous donne des détails. En concret, moi je vais donner un peu la partie conceptuelle et lui il va pouvoir étayer, appuyer ça. Alors, découvrabilité, dans découvrabilité on a découvrable, être découvrable. Donc c'est un potentiel avant tout. Hein. Vous voyez cet adjectif-là, découvrable. Donc c'est un potentiel. Le potentiel pour un artiste, un talent, un contenu, à se démarquer du lot et à être repéré par quelqu'un qui n'en connaissait pas l'existence ou qui n'en faisait pas précisément la recherche. On essaie de distinguer cette notion, ce concept du concept de trouvabilité, parce que vous savez, quand je cherche et je viens avec le nom d'un artiste et que je le recherche en ligne, là je le trouve parce que les moteurs de recherche à travers des métadonnées et des tags, des étiquettes, des mots-clés ont pu disons créer des liens dans le web, des données dans le web sémantique pour que ce contenu puisse émerger. Mais là, c'est je cherche, je trouve. C'est totalement différent d'un contenu, par exemple,
qu'on ne connaissait pas, un artiste dont on ne connaissait pas forcément le nom ou la musique qu'il fait, et qu'on vient en ligne et qu'on essaie justement de le trouver, de le découvrir. Alors comment on le découvre réellement si ce n'est pas le fait justement des algorithmes de recommandation? Parce que si on ne te recommande pas, tu as moins de chances d'être découvert, et donc la découvrabilité va finalement renvoyer donc à cette capacité à la fois du contenu, mais aussi des moteurs de recherche et des algorithmes de pouvoir permettre aux utilisateurs, aux internautes et aux auditeurs de musique par exemple, de pouvoir avoir la chance de tomber sur, de découvrir un artiste sur un contenu, un morceau de musique qu'ils ne connaissaient pas au préalable. Et entre en question ici, bien évidemment, la notoriété peut-être déjà de l'artiste, du contenu de son morceau, mais aussi finalement, on parle beaucoup de la capacité dont le contenu, avec lequel le contenu est décrit avec des métadonnées, des mots-clés de manière précise pour en faciliter la repérabilité en ligne. Et ça, c'est des leviers sur lesquels on essaie d'agir, d'intervenir pour permettre par exemple aux artistes qui jouissent d'une moins forte notoriété de pouvoir au moins par les caractéristiques intrinsèques même de leur morceau, de leur contenu, de leur titre, de pouvoir être repérable en ligne. Souvent, il y a un exemple qui est assez parlant dans l'exposition, on en parle, c'est que sur la plateforme Deezer, donc qui est une plateforme qui est beaucoup c'est Joanne qui parle, je rappelle aux auditeurs que c'est oui, parfait. Deezer qui est beaucoup utilisé finalement en Europe et en Afrique. On s'est rendu compte que même via les fameuses playlists découvertes, on a essayé d'aider un peu finalement l'algorithme à nous recommander du contenu qui fait du sens. Puis on a demandé à ce qu'il nous fasse découvrir des artistes qui font du makossa camerounais. Puis là, les artistes qu'on nous a recommandés le plus souvent, c'est Nora Jones, c'est DJ Snake, c'est Major Lazer. Donc c'est vraiment des artistes qui n'ont rien à voir finalement avec le makossa camerounais. Donc même quand on les aide un petit peu quand on demande aux machines de nous aider à découvrir en donnant quand même quelques informations, même là le résultat n'est pas vraiment concluant. Donc il y a vraiment un enjeu à ce niveau-là. Est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'on puisse avoir des curateurs, des sortes de DJ qui feraient des playlists? Est-ce que ça existe? Parce que j'ai vu ça passer peut-être Apple Music. Je ne sais pas si c'est quelque chose, une manière de passer où les curateurs également humains ont également des biais. Alors, pour répondre à cette question, oui, il existe. C'est Destiny qui parle. C'est Destiny qui parle ici. Et donc, pour répondre à votre question, à ta question, il existe des listes, des playlists, donc des listes d'écoute éditorialisées avec l'intervention des curateurs, donc des humains qui sélectionnent et qui composent parfois donc certaines listes de lecture. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup aujourd'hui de listes de lecture, des écoutes de playlists sur les catalogues des grandes plateformes, et ça ne règle pas le problème de la découvrabilité, parce que quand l'auditeur vient face à un pléthore à moins qu'il ne connaissait déjà une playlist spécifique en lien avec son genre musical préféré, il va se mettre encore à rechercher et finalement à se contenter peut-être des choses qu'il trouve le plus facilement, mais qui ne sont pas forcément le plus pertinent par rapport à ses propres préférences. Et autre chose, c'est que il suffit pas d'être présent sur une playlist pour pouvoir être découvert et être consommé, être écouté. Oui, être sur une playlist populaire, par exemple, peut augmenter très facilement votre potentiel de découvrabilité, mais il y a cette statistique qui dit que, par exemple, sur des playlists de 50 titres, généralement, on s'arrête sur les 10 premiers morceaux, les 10 premiers titres. Donc imaginez si vous êtes en bas de la playlist, peut-être que les auditeurs n'ont pas le temps de descendre jusqu'en bas. Donc ça ne règle pas forcément le problème, même quand on met des humains derrière qui fait de la curation de contenu. On va toujours se poser le problème de savoir est-ce que je suis dans les tops ou pas. Et si je suis pas dans les tops, ça fait en sorte que mon degré d'exposition finalement au public, aux auditeurs, reste faible et reste parfois aléatoire. Alors qu'on le sait, les artistes émergents ont besoin vraiment
d'un coup de pouce et d'avoir des mesures concrètes quand même pour les mettre de l'avant, les mettre en valeur. Ça, c'est quelque chose qu'on souhaiterait faire avec le Lab La Percée en intervenant au niveau aussi des politiques. CISM 89.3 FM sur Montréal. Karine au micro chante Lonlon sur les accents du Sud. Je poursuis la conversation autour de la promotion de la diversité sur les plateformes avec Joanne Louret et Destiny Chiwali de l'initiative La Percée. Dans cette deuxième partie, je leur ai demandé ce qu'il faut entendre par la notion très souvent entendue de musique du monde. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les musiques du monde, c'est un terme qui a été utilisé il y a assez longtemps, puis ça a quand même permis à pas mal d'artistes du Sud à venir finalement se produire, notamment en Europe dans un premier temps. Et finalement, c'est un terme qui est resté, puis on a l'impression que tout le monde s'en accommode, que ce soit les festivals, même les artistes, ils se disent c'est quand même un moyen finalement de nous promouvoir. Même à Nuit d'Afrique, on utilise le terme musique du monde. Il y a Zone Froche qui a un réseau, c'est le réseau des musiques du monde. Donc on se rend compte que les gens l'utilisent, mais quand on a été voir les artistes, il n'y en a aucun qui nous a dit que c'était une manière qui était pour eux correcte de définir leur musique. Et si on s'en est accommodé jusqu'ici, le problème, c'est que maintenant, avec l'enjeu du numérique, la question justement des algorithmes de recommandation, des intelligences artificielles qu'il faut nourrir, il y a un enjeu parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, si on définit cette musique du monde, si on définit, mettons, de la Kumbia en musique du monde et du Maloya en musique du monde, pour l'algorithme de recommandation, les intelligences artificielles, ça va être la même chose. Alors qu'avant, il y avait les disquaires. Les disquaires, ils arrivaient, il y avait un rayon musique du monde, mais le disquaire, il était capable de te dire, ah oui, ce groupe-là, il fait du blues touareg, ce groupe-là, c'est plus de l'Amérique latine. Mais maintenant, c'est des machines, les disquaires. Donc si on leur donne pas finalement, si on leur donne pas les bons mots pour définir les musiques, ils sont pas capables de le faire eux-mêmes. Donc on s'est rendu compte que oui, peut-être que les artistes s'en sont accommodés bien malgré eux, que l'industrie aussi, mais on se dit, aujourd'hui, on peut plus le faire comme ça, parce que ça permet vraiment pas à ces artistes d'être visibles en ligne.
Mais pour donner le complément de réponse, effectivement, dans notre étude, on a commencé par questionner l'ambiguïté sémantique derrière ce concept de musique du monde, en rappelant quand même et en précisant que au départ, c'est parti quand même d'une bonne intention. C'est de savoir avec des pionniers comme Peter Gabriel qui disait comment on définit et on classe toutes les musiques non occidentales, et là on n'y associe pas forcément la dimension traditionnelle, folklorique ou exotique. On dit vraiment comment on fait en tant qu'industrie musicale pour reconnaître et catégoriser, classer ces musiques qui viennent d'ailleurs. Et donc la world music a été la trouvaille qui permettait vraiment de régler le problème en ce moment-là et de faire en sorte que, par exemple, quand on va dans des rayons de magasins de disques comme la Fnac en France ou à Chambon ici, on a un rayon musique du monde où on retrouve justement une diversité, une variété de musique provenant d'influences ailleurs, musique métissée, etc. Et parfois, on se rend compte que des fois, la manière dont on va classer finalement des musiques du monde en France ne sera pas la même par rapport à ce qu'on ferait au Québec ou même aux États-Unis, puisque généralement le critère qui va rentrer en ligne de compte va plus être le critère géographique. Donc des musiques étrangères, des musiques venues de l'étranger, d'autres pays, donc on va mettre musique africaine, musique congolaise, rumba, etc. Alors ça a bien fonctionné, comme le disait Joanne, ça a permis quand même de faire émerger la voix des artistes du Sud qui n'avaient pas de scène à l'international et qui n'étaient pas reconnus sous un genre musical. Donc c'est venu comme un label, et ça l'est toujours un peu aujourd'hui d'ailleurs. Le problème qui se pose aujourd'hui, et au-delà de ce que mentionnait Joanne, par rapport au fait que c'est finalement quand même assez... c'est comme une tentative d'homogénéiser une diversité de genres musicaux et de sous-genres. Et donc finalement, autant on voulait donner de la visibilité, c'était la préoccupation au départ, autant actuellement, ça devient vraiment comme, avec le temps, c'est devenu comme une catégorie fourre-tout, où des sous-genres et des sous-familles musicales sont totalement noyés à l'intérieur. Et ça pose vraiment des problèmes maintenant en termes de visibilité, des problèmes que c'était supposé régler au départ, et le phénomène est d'autant plus amplifié avec les plateformes qui aujourd'hui ne suivent plus forcément ce type de catégorisation là. Vous allez sur Spotify par exemple, on va vous recommander beaucoup de musique aujourd'hui en tenant compte de votre humeur, du type d'activité de la journée que vous faites, et moins d'un genre musical ou d'un style en particulier. Donc on assiste en même temps à un éclatement en fait de ces catégories là, et en même temps pour l'industrie, c'est quand même, ça reste nécessaire de devoir identifier et classer les artistes qui sont dans cet univers musical là. Et donc nous, notre travail, c'est peut-être de ne pas rester dans un débat stérile de la pertinence ou la non pertinence. On ne va pas non plus nier toute la connotation colonialiste ou néocoloniale derrière même l'appellation world music, donc musique du monde d'ailleurs, du tiers-monde, etc. D'ailleurs, ça a amené une institution comme les Grammy Awards à changer vraiment la dénomination de cette catégorie, et maintenant aujourd'hui ils parlent de global music. Mais global music, vous voyez les lauréats, les nominés maintenant, c'est les Burna Boy, les Nigérians, ce n'est pas du tout de la musique folklorique traditionnelle ou exotique d'ailleurs là. Donc il y a quand même une évolution contemporaine de ce genre musical, et il faut, nous, dans les travaux qu'on fait ici, tenir compte aussi donc de cette évolution là, et surtout amener les artistes à davantage bien préciser, nommer la musique qu'ils font, et de pouvoir nous comparer un peu finalement aussi avec le public, comment le public découvre ces artistes là, à travers quels mots-clés ils viennent quand ils viennent en ligne, quels sont les mots, comment ils nomment ça. Ils ne viennent pas en tapant je cherche musique du monde. donc c'est des investigations qu'on doit nous approfondir, et pour créer peut-être même un lexique commun et actualisé de ces gens. Je pose une question sur la table. Ouais. Je sais que Joanne voulait ajouter quelque chose, mais il y a un thème qui est passé aussi dans la conversation, c'est quand Destiny est en train de parler, c'est que dans l'histoire
de la création, de la genèse du terme musique du monde, il était entendu d'une manière ou d'une autre que par rapport au contexte occidental, c'était la musique étrangère. Mais je remarque qu'aujourd'hui, je fais bien accent, je suis à Montréal, c'est-à-dire des choses qui se passent ici à Montréal. Aujourd'hui, ici même à Montréal, on a des Canadiens, on a des Québécois, on a des Montréalais qui produisent une musique qui sort également des catégories classiques, rock, pop, etc. Comment est-ce que justement ce changement de la composition communautaire même des pays, que ce soit notamment en Occident là, notamment dans un pays comme le Canada qui est un pays de grande migration de partout au monde, comment est-ce que, de votre point de vue, ça peut participer à reconfigurer ou bien à donner des armes pour reconfigurer ce contexte, ce concept-là? C'est intéressant, c'est justement là où je voulais un peu amener la conversation, c'est que les artistes qu'on a rencontrés ici, c'est des artistes québécois, canadiens. Et on s'est rendu compte que, et d'ailleurs, c'est pas tout le monde a le même discours par rapport à cette catégorie musique du monde, à la manière de se définir. Par exemple, il y en a qu'on en marque, on les ramène toujours à leur histoire de migration, à leurs origines. Moi, je vous parle de ma musique. Il y en a, au contraire, qui sont plus dans une démarche de passation, qui sont très fiers de faire leur musique traditionnelle puis de la partager ici. Donc c'est pas tous les artistes ont le même discours, mais moi ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a des artistes donc québécois, mettons, qui font de la musique malienne, puis qui étaient là. Mais moi je chante aussi en français, donc pourquoi je suis pas considéré comme musique québécoise? Parce qu'elle savait très bien qu'en disant ça, si elle était vraiment dans cette catégorie, ça lui ouvrait des portes et dans les festivals, mais aussi en termes de financement. Donc là, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a des artistes, parce qu'ils font une musique avec des influences qui viennent d'ailleurs, ils sont automatiquement, même s'ils chantent en français, puis qu'ils ont aussi une source d'inspiration très montréalaise, québécoise, on les met quand même dans cette catégorie musique du monde. Puis aussi, c'est très parlant avec le hip-hop. Ça, c'est quelque chose qui est sorti dans l'étude de Destiny. Il y a des artistes qui font du hip-hop, c'est des rappeurs, et par rapport à une authenticité artistique, ils veulent chanter dans une langue minoritaire, en créole par exemple, et rien que par le fait de chanter en créole, d'un coup on les catégorise dans cette catégorie musique du monde plutôt que rap, puis là du coup ils peuvent moins tourner dans les gros festivals qui sont quand même plus mainstream, ils se retrouvent dans des festivals peut-être de moins grande envergure, puis aussi dans les radios commerciales on les voit moins, etc. Donc oui, c'est une question qui est encore, je trouve, très 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 présente, puis ça pose vraiment la question aussi de l'identité. Effectivement, on peut pas le nier, même si on parle de numérique, c'est vraiment ce qui est beaucoup ressorti, je sais pas. Est-ce qu'on verra tout à l'heure dans la prochaine partie, la troisième partie de l'émission, quand on parlera un peu plus, par exemple, de recherche-action, mais je voudrais quand même le poser maintenant comme question de réflexion. Je ne sais pas si c'est quelque chose, mais est-ce que vous pensez que typiquement le type de recherche que vous êtes en train de mener peut permettre de faire un lien qui en réalité ne s'est jamais rompu, mais dans tous les cas le renforcer entre le travail fait par les médias traditionnels et leurs lacunes, les médias traditionnels, et ce qui se fait en ligne? Est-ce que la tradition médiatique ne se retrouve pas en ligne et qu'en réalité, pour corriger ce qui se passe en ligne, il faut corriger l'ensemble de l'écosystème? Moi, je dirais que effectivement, pour répondre à ça, c'est sûr que les médias traditionnels ont toujours un rôle à jouer en termes de promotion, ne serait-ce que en jouant les artistes à la radio, en les intégrant dans les quotas de musique. Alors là, la question se pose, est-ce qu'on les intègre dans la musique francophone? et donc voilà, des médias traditionnels comme la radio en tout cas doivent continuer à jouer ce rôle aussi de promotion et de découverte de nouveaux talents, qui soit le reflet, comme on le dit, de la société canadienne, qui est une société donc très diversifiée, avec donc aussi des artistes issus de la diversité qui mériteraient d'avoir plus de présence et de visibilité sur ces grands médias mainstream et traditionnels. En même temps, je trouve qu'aujourd'hui, à l'ère des plateformes numériques et donc des nouveaux médias, des réseaux sociaux, etc., la viralité et la manière dont on peut facilement
être découvrable par le monde entier. Là, on ne parle pas que juste des auditeurs limités à un territoire national. Font en sorte donc que finalement le poids quand même des médias sociaux numériques et des nouveaux médias et notamment des plateformes reste très prégnant dans l'impact que cela peut avoir sur la découvrabilité d'un artiste. Et c'est pour ça que nous, au niveau du Lab La Percée, on a quand même envie on ressent ce besoin, et c'est les artistes aussi qui l'ont exprimé, de pouvoir explorer tout le champ des possibles en utilisant les innovations technologiques à notre portée, comme l'IA, les algorithmes, le machine learning, l'apprentissage automatique, pour essayer de voir est-ce qu'on peut faire un travail sur l'extraction et la reconnaissance automatique de son, pour aller vers des formes innovantes de catégorisation. On a quand même des choses à explorer qui aujourd'hui ne le sont pas, et le plus important c'est que ça se fasse en tenant compte une fois encore des intérêts vraiment des artistes et de leurs besoins de se faire connaître, non pas juste par leur communauté de fans ou des gens qui sont déjà acquis à leur cause et à leur musique, mais plus par des gens qui souhaiteraient peut-être les découvrir ou écouter leur type de musique, mais qui aujourd'hui ne savent même pas qu'ils existent en fait. Mais moi je pense que les médias traditionnels en tout cas ont vraiment un rôle à jouer, parce qu'on s'en rend compte par exemple avec Nuit d'Afrique. À une époque on avait vraiment beaucoup d'articles dans Le Devoir, dans la presse, des journalistes qui restaient vraiment longtemps, qui faisaient des longs portraits. Il y en a toujours mais beaucoup moins, et on se rendait compte que ces articles là quand même c'est vraiment eux qui permettaient en fait d'augmenter les revenus de billetterie. C'est pas comparable avec les réseaux sociaux. Donc les médias ont encore un rôle à jouer, mais c'est vrai que la tendance est plutôt à une couverture qui est de moins en moins grande d'événements comme Nuit d'Afrique plutôt que le contraire. Et donc ça c'est vraiment un enjeu. Donc nous aussi avec La Percée, ce qu'on veut c'est ramener cette question aussi dans le débat public, les enjeux qu'on fait remonter des artistes. On aimerait ça vraiment que, et on profite aussi de la visibilité de Nuit d'Afrique pour en parler dans les médias, mais que les médias aussi réalisent et rendent compte de la difficulté pour ces artistes, si on les aide pas à être découverts du grand public. Donc on a vraiment besoin des médias traditionnels, même si effectivement, même avec Nuit d'Afrique, on en parlait tout à l'heure, des projets de plateforme hyper éditorialisés, avec les réseaux sociaux, on est capable quand même d'avoir une belle visibilité et puis d'avoir quand même beaucoup de lecteurs, mais ça remplacera pas quand même les grands médias traditionnels qui ont encore un rôle à jouer, et puis on espère toujours. et juste pour enchérir sur un seul point destiné donc qui parle ici, pour compléter le point de vue de Johan quand il parlait de la presse écrite, donc des chroniqueurs ou des critiques qui justement essaient de faire des couvertures médiatiques de festivals comme Nuit d'Afrique, mais qui aussi produisent en amont les fiches, les notices biographiques des artistes. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, des fois, en termes de présence sur le web, quand on Google et qu'on veut rechercher le nom d'un artiste, ce qui apparaît en premier parfois, ce sont ces fameuses fiches-là qui décrivent, qui font le portrait en fait de l'artiste, et qui finalement sont aussi un bon levier de découvrabilité, parce que c'est souvent des fiches portraits qui réunissent des mots-clés qui vraiment décrivent l'œuvre, le genre, le style de l'artiste, et puis finalement qui aident à sa repérabilité en ligne. Donc vous voyez, c'est quand même des éléments qui comptent et qui font en sorte que les médias traditionnels doivent aussi continuer à jouer ce rôle de relais et d'amplificateur aussi.
Section Erad du Maroc chante Taxi payé sur la radio. Vous écoutez toujours Accent du Sud sur la CISM 89.3 FM sur Montréal et je suis avec le fondateur et le directeur scientifique de l'initiative La Percée qui se définit comme un laboratoire vivant destiné au rayonnement de la musique en ligne. Alors, l'un des projets phares de l'initiative qui m'a particulièrement marqué est celui de la valorisation des archives. J'ai demandé à mes deux interlocuteurs ce qu'il en est concrètement. On trouve des choses assez exceptionnelles. Par exemple, le premier concert de Papa Wemba en Amérique du Nord au Balatou. Donc, vous voyez le Balatou, petite salle. Donc, d'imaginer Papa Wemba qui fait un concert au Balatou dans le Québec des années 80, qui avait pas beaucoup vu ça. C'est là où on se rend compte du travail de Touré pour faire venir ces artistes-là, par exemple. Puis moi, par exemple, qui suis de l'île de la Réunion, il y a un concert de René Lacaille, un des plus grands accordéonistes de l'océan Indien, pareil au Balatou en 1995, je crois. Il y a énormément de grands artistes qui ont forgé vraiment la scène locale montréalaise, dont tous les artistes d'aujourd'hui s'inspirent encore. Donc il y a vraiment une grosse partie de l'histoire à la fois internationale et locale. Et donc c'est essentiellement des archives vidéo, mais aussi quelques archives audio, quand même enregistrées en très bonne qualité, puis aussi beaucoup de contenu physique, là, comme des affiches qui ont été faites à la main, avec du collage, etc. Donc nous, ça va nous permettre vraiment de s'amuser finalement pour avoir une plateforme qui soit très interactive, où les expériences seront très diversifiées, parce qu'on aura de l'audio, de la vidéo, de la photo, puis surtout le plus important, c'est ce que je disais au début, c'est les témoignages des artistes qui sont là encore aujourd'hui, de Touré beaucoup. Donc c'est vraiment à travers la voix de ces artistes qu'on veut raconter cette histoire. Ça, c'est le premier point. Puis le second point, il va être aussi beaucoup lié à ce que disait un petit peu Destiny tout à l'heure. On se rend compte qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche deviennent des moteurs de recommandation. Donc par exemple, il y a Bard qui va intégrer Google. Donc, au lieu de nous recommander des sites internet, ils vont nous recommander tout de suite du texte. Et pour écrire, finalement, les moteurs de recherche vont s'appuyer sur du contenu. Et pour ça, il faut qu'ils trouvent le contenu. Donc nous, avec cette plateforme, on veut vraiment s'assurer que tous les artistes qui sont passés par Montréal aient vraiment une fiche, une notice artistique qui est mise à jour de manière pérenne, régulièrement, pour que les moteurs de recherche aillent scanner finalement ce contenu-là et puissent finalement pousser de l'information qui est pertinente. Moi, j'avais fait un test, je le dis à tout le monde, ChatGPT, qui est pas un moteur de recherche, mais quand même qui fonctionne un peu comme Bard. Quand je lui avais demandé de me nommer les musiciens de Ziskakan, qui est un des groupes emblématiques de la Réunion, il m'avait sorti des musiciens guadeloupéens. Donc ça, c'est hyper vexant. Et là, je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc il y aura vraiment les deux aspects, à la fois cette histoire qu'on va raconter avec une dimension expérientielle pour l'utilisateur, puis l'aspect plus découvrabilité pour aller nourrir les intelligences artificielles avec du contenu de qualité, pour que vraiment les informations que les moteurs de recherche diffusent au grand public soient vraies finalement déjà. C'est ça. Et moi, je voudrais qu'on passe assez rapidement. Oui. Recherche-action, parce que ça c'est un deuxième point important. Ça va être quoi? La recherche-action va se nourrir à la fois donc, de ce travail de patrimonialisation et donc de valorisation des archives, pour faire le pont avec les enjeux émergents en termes de découvrabilité et de mise en visibilité, surtout pour les artistes de la nouvelle génération en fait. Et
Et donc, la démarche de la percée, c'est de partir vraiment de préoccupations et des besoins qui vont être exprimés par la communauté, par les artistes, par les professionnels de l'industrie musicale. Et donc, toutes ces personnes qui sont réunies au sein de la communauté, on fait des ateliers. Et les ateliers permettent de faire dégager les besoins du milieu. Et ensuite, nous, on s'organise à travers un conseil scientifique de la percée qui va en quelque sorte traduire ces besoins-là sous forme de questionnement de recherche et d'hypothèses de recherche. Puis après, on réinjecte cela dans notre méthodologie, on le réinjecte au niveau d'équipes solutions qui vont essayer vraiment de manière très concrète maintenant, en mode projet, de répondre ou de résoudre le problème. Ça va passer peut-être par encore de nouvelles études, parce qu'il faut continuer à documenter quand même les enjeux, les tendances, à produire de nouvelles données, mais aussi très concrètement, et c'est ça la plus-value d'un lab, d'un living lab, d'un laboratoire vivant, c'est de pouvoir faire des expérimentations concrètes. Donc des études de cas, prendre des artistes, essayer d'aller mesurer par exemple la découvrabilité sur des plateformes comme Deezer. Et d'ailleurs là, on est en train de travailler à développer des partenariats avec ces plateformes-là pour pouvoir concrètement servir un peu, jouer un peu un rôle d'observation aussi en fait, en live de comment les impacts du numérique affectent la visibilité et même la rémunération aussi de ces créateurs, de ces artistes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne fait pas juste de la recherche pour faire de la recherche, on fait vraiment de la recherche-action, et je dirais même de la recherche-action concertée, parce que ça fait partie de la philosophie de la percée, d'avoir une démarche assez originale finalement et très inclusive, multi-acteurs, mais avec les artistes au cœur de tout ça. J'étais en train en fait, moi j'étais parti sur une autre idée. Vous me direz, est-ce qu'on peut imaginer que vous fassiez, parce que je pensais avoir perçu ça, de monter une plateforme à partir de ce qui se fait avec la production Nuit d'Afrique, qui essaye de mettre déjà ensemble ce qui est invisibilisé et en même temps de travailler avec les plateformes déjà existantes. Il y a en fait le travail qu'on va faire pour mettre en valeur nos contenus sur la plateforme de Nuit d'Afrique, parce que sur cette plateforme de Nuit d'Afrique, il va y avoir aussi un travail qui va être fait sur l'algorithme de recommandation de notre propre plateforme. On va lier, par exemple, on va lier entre eux des contenus. Alors est-ce qu'on va les lier entre eux par rapport à la géographie, par rapport à la langue, par rapport au genre musical? On va vraiment essayer de voir c'est quoi la meilleure solution. Puis ce travail qu'on va faire sur la manière de finalement classer, catégoriser ces contenus-là sur la plateforme de Nuit d'Afrique va aussi servir à d'autres projets de plateforme au Canada. On est en discussion avec, par exemple, des partenaires comme Rideau, comme la vitrine culturelle, pour que la manière dont on va valoriser nos contenus, nos artistes, nos œuvres sur la plateforme de Nuit d'Afrique puisse aussi être repris finalement par cette plateforme, pour que eux-mêmes, sur leur plateforme, ils essayent de mieux mettre en valeur les artistes. Donc ça veut dire que sur ces plateformes, on peut espérer que les artistes, par exemple, qui passent à Nuit d'Afrique, soient plus mis dans cette catégorie musique du monde, mais qu'on puisse mieux les définir. Donc le travail qu'on va faire sur la plateforme de Nuit d'Afrique va servir aussi à alimenter tout l'écosystème finalement canadien de plateformes de contenu essentiellement. Puis par rapport aux plateformes de streaming, ce qu'on veut, c'est faire des grands événements. Donc il y en a un qui va être l'année prochaine où on va faire état de où on en est dans nos recherches, dans nos projets, puis on va inviter ces gens de l'industrie des grosses plateformes Spotify, Deezer à venir aussi nous parler de eux, c'est quoi leurs enjeux, comment leur plateforme fonctionne, puis nous on va leur dire bah voilà nous le travail qu'on fait, puis comme ça on va discuter. Donc l'idée c'est vraiment petit à petit de faire bouger les lignes. On ne dit pas qu'on va pouvoir changer Spotify ou Deezer demain, mais quand même, rien que d'amener le sujet sur la table, de trouver une oreille attentive, de sentir que les artistes se saisissent du projet, c'est déjà une belle victoire pour nous en tout cas. C'est un peu ce que vous appelez communauté de pratique, ou c'est quelque chose? La communauté de pratique, c'est un peu la percée, c'est-à-dire que l'idée que dans chacun des projets qu'on fait, que ça soit la plateforme de valorisation, que ça soit le projet de recherche-action, on veut que les artistes se saisissent des enjeux et deviennent acteurs des solutions qu'on développe. Donc ça passe vraiment par des ateliers qu'on fait avec eux pour vulgariser tous les apprentissages qu'on fait, et après on leur dit écoutez-nous, avec la percée, on a le budget pour incuber des solutions. Qu'est-ce qu'on fait ensemble?
Puis là, les artistes nous accompagnent dans le développement de projets. Puis je tiens à souligner qu'on les rémunère pour ça, comme des consultants, parce qu'on pense qu'un artiste, il est là pour jouer, mais donc le temps qu'on prend pour qu'il participe à la percée, c'est du temps qu'il a en main pour créer, donc on le rémunère. Donc c'est en ça que c'est une communauté de pratique. Nous fort, nous gain pouvoir, c'est pour ça yo te demandé qui j'en bagage ta, c'est mettre qui veille corps, gain monde qui balait trop, des baillots qui gardent langue yo, on dit j'en pop, à ghetto la tournée, expérience en lui besoin, bouger néon pour cabouer, même si de l'eau en senti, oiseau li fait niche li, car il était guetté look, ouais il était petit, mais non mon chemeli, piti pas courir, aussi riche maléré, nous carré si tant qu'on fait gardez, nous fait que bini, petit c'est nous qu'on travaille pour faire, à gueule fatigue, bah ça, li pique au passo, senti bon coup de cher, y'a touché ça, les samba qu'on aime, yo te dis l'autre jour. Y'a yo qui compte courir, mais yo pas qu'on caché. Mais les marées à monter, n'a ouais ça qu'à nager. Yo pas fait pour nous dire t'es là, mais j'en dis on met plier ça. Yo pas fait pour nous dire t'es là, mais j'en dis on met plier ça. Yo pas fait pour nous dire t'es là, mais j'en dis on met plier ça. Yo pas fait pour nous dire t'es là, mais j'en dis on met plier ça. Nous pouvons sortir à souhait. La nuit, nos jeunes, ils semblent, ils pas tous les grands monde. Regardez les monde chaque jour à pousser style sous nous. Jodi nous fait nous battre, tant qu'on s'est calé à l'eau. Tendez, des fois on rêve, nous tous besoin de tenter. M't'es qu'on m'a l'aime d'à marcher dehors, on me demande. La propose pour pro, moi regardez le me répondre. C'est mon dossier qui relève 1804. Semble yo fou, yo pas boy, yo vient oublier. Galè yo sous, pas pour tourner la caille gaillée ou pas gain coup. Regardez gens la gueule sous nous. En célébrer tant qu'on nous fait manger en soupe, je mou. Pour nous dire t'es là. Yo pas fait pour nous dire t'es là, mais j'odi on met plier ça. Yo pas fait pour nous dire t'es là, mais j'odi on met plier ça. Yo pas fait pour nous dire t'es là, mais j'odi on met plier ça. Accent du Sud, vous écoutez Wahali, le titre à l'écoute, Blier ça. CISM 89.3 FM sur Montréal. Je poursuis et termine ma discussion avec les responsables de l'initiative La Percée, le fondateur Joanne Louret et le directeur scientifique Destiny Chiwali. Ils me parlent maintenant de la réception des premiers travaux de documentation de l'absence de diversité de la musique sur les plateformes en ligne. La réception qu'en font les artistes concernés. Alors, peut-être si je me lance d'abord en premier, moi j'ai toujours aussi des entrevues réalisées et même des premiers ateliers. Il y a, disons, au-delà de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, peut-être entre eux, le fait qu'ils nous témoignent, les artistes en tout cas, d'être vraiment isolés. C'est-à-dire qu'ils vivent ces préoccupations, mais chacun dans leur coin, et les actions qu'ils tentent à leur modeste niveau restent des actions, disons, totalement isolées. Et ils se rendent compte que même quand on parle de besoin de formation, d'outillage, etc., c'est des fois c'est comme si c'était des pansements ponctuels qu'on faisait et ça n'a pas d'impact durable. Donc ils ne sont pas rassurés en fait. Ils ne sont pas rassurés, ils ont besoin et c'est pour ça que nous on a accordé une grande place à l'idée de communauté de pratique au sein de la Percée. C'est pour qu'ils ne se sentent plus isolés, qu'ils puissent bénéficier des vertus de l'apprentissage collectif et de l'intelligence collaborative. Et donc de savoir qu'ils ne sont pas seuls à vivre ce qu'ils vivent dans leur coin en termes d'enjeux d'invisibilisation, en termes de besoins de découvrabilité, de promotion, etc. Et surtout que finalement, tout ce projet puisse les aider à être un espace de partage de bonnes pratiques, d'entraide, de mutualisation, parfois même de ressources, de moyens, et forcément, vous savez, quand les artistes vont sur la place publique pour peut-être s'exprimer ou dénoncer des choses, ils le font à travers la musique, parfois ça ne porte pas autant que quand c'est tous ensemble qui réunissent leur voix, et c'est un peu ce que nous souhaiterons faire à travers le laboratoire. C'est aussi servir un peu de prête-voix en disant mais regardez,
ça c'est ce que nous disent les artistes, voilà les enjeux qu'ils ressentent, et voilà nous les études que nous faisons et les actions qu'on met en place à notre niveau pour pouvoir les accompagner. Mais on voudrait que tout cela puisse avoir de l'impact et puisse influencer même, comme je le disais, la finalité c'est aussi les décideurs publics, les personnes en charge de nos politiques culturelles, toutes les mesures en lien avec la condition des artistes, les statuts des artistes, leur juste rémunération, etc. C'est aussi en fait au pouvoir public de prendre des mesures concrètes dans ce sens, quitte par rapport à la question de quotas même dans le monde analogique, à la radio, etc., de donner davantage de place à et de visibilité à cette diversité-là. Johan, je sais que tu aurais peut-être voulu dire quelque chose aussi là-dessus, mais je vais changer quand même pourquoi on ait abordé ça aussi. On a très peu parlé des autres acteurs qui font que la musique soit la musique, c'est-à-dire les producteurs. Est-ce que vous discutez avec ces gens-là, parce que nous sommes en train de parler en réalité de l'industrie des médias et de gros sous? Qu'est-ce que vous appelez producteur? Les producteurs de musique au sens de celui qui met l'argent, pas au sens de celui qui fabrique la musique en studio, mais au sens de celui qui met de l'argent. Ok, vous voulez dire les producteurs donc qui vont, mettons... les maisons de production. Les maisons de production, les majors, les labels. Là. Ok. Oui, en fait, on a commencé un petit peu à discuter avec certains labels, mais c'est vraiment encore... c'est l'étape d'après. Par contre, on travaille par exemple avec Métamusique. Métamusique, c'est vraiment un projet qui vise justement, qui permet finalement aux producteurs de bien indexer les contenus qu'ils mettent en ligne. Puis là, nous, on travaille à la source. Donc, en travaillant avec Métamusique, on va dire, écoutez, on peut permettre aux producteurs de venir déjà mieux définir les morceaux qu'ils mettent en ligne. Donc, les artistes qui vont produire, s'ils sont dans cette catégorie musique du monde, on va peut-être pouvoir mieux les définir. Donc, on travaille avec ce projet-là, mais sinon, les labels, les producteurs, vous avez vraiment raison, ils ont aussi un rôle à jouer là, parce que finalement, c'est grâce à eux à la base que les artistes arrivent jusqu'à nos oreilles. Donc oui, clairement, c'est tout l'écosystème qu'on veut contaminer, vraiment des producteurs aux diffuseurs, en passant par les artistes, même par le public, les fans, avec des actions de médiation. Et c'est en ça que le projet de la Percée a commencé il y a 2 ans, mais il a commencé un petit peu en sous-marin parce qu'il y a eu l'étude. Après, on a voulu vraiment mobiliser les artistes pour voir si on allait dans la bonne direction. Mais le projet en tant que tel, il commence maintenant. Donc c'est sûr qu'en termes de partenariat, tout reste à faire. Mais pour l'instant, l'écoute qu'on reçoit, elle est plutôt positive. Les gens sont conscients du problème. C'est juste que parfois, ils n'ont pas ni les moyens, ni peut-être les connaissances pour essayer de le changer. Donc ils sont bien contents quand on arrive. Ils sont là, ah super, quelqu'un s'en occupe. Travaillons ensemble. Je dis merci à Johan Loret et à Destiny Tiwali, à l'ensemble des équipes des productions Nuit d'Afrique pour avoir facilité cet entretien. Je pense notamment à Yannick Rouillon. Retrouvons-nous mardi pour une nouvelle édition des Accents du Sud sur la CISM. Je suis William Baïha. Cet été, réponds à l'appel de la mer et prends la route jusqu'en Gaspésie pour vivre la 40e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée. Du 28 juillet au 5 août, viens vivre une expérience humaine et des rencontres artistiques inoubliables en bord de mer, en compagnie de Louis-Jean Cormier, les Hey Babies, Gab Bouchard, Ariane Roy, Lisa Kepinski, Vendôme, Canon, Dumas, Marilyn Léonard et plusieurs autres. Pour plus d'informations, visitez le festivalenchanson.com. Le Festival en chanson de Petite-Vallée est une présentation d'Hydro-Québec et de Québecor. Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez les Rebelles Soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM 89,3 FM. Au chant des sirènes, au chant des sirènes, au soleil, sous la pluie, tous les dimanches après-midi, il y a tout ce que vous voulez au chant des sirènes, au chant des sirènes, au chant des sirènes, au soleil, sous la pluie, tous les dimanches après-midi, il y a tout ce que vous voulez au chant des sirènes. Le chant des sirènes, tous les dimanches 15h à CISM. Le Festival Mosaïque Laval célèbre ses 3 ans.
Du 18 au 20 août, rendez-vous à Saint-François pour des spectacles musicaux, des animations ludiques, un marché éphémère célébrant les entreprises lavalloises et une journée dédiée à la famille, présentée dans une formule méchouie théâtre gratuit. Découvrez la programmation complète au festivalmosaïquelaval.com. Mosaïque Laval, c'est le rendez-vous à ne pas manquer cet été. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Jusqu'à 14h30, vous écoutez le Mix 25 sur les ondes de CISM 89,3 FM. Pour consulter la liste des chansons jouées ou pour réécouter l'émission, consultez le CISM893.ca.